Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Printemps des Territoires. Nous sommes donc sur l'atelier Réussir le passage en ZFE, zone à faible émission. On va, pour les 45 prochaines minutes, être ensemble. Il y a 30 minutes avec mes invités. Et puis, vous aurez tout le loisir de leur poser leurs questions durant les 15 dernières minutes. D'ici 3 ans, vous n'êtes pas sans savoir que toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants passeront en ZFE, zone à faible émission. Dans ces zones, seuls les véhicules les moins polluants, c'est-à-dire ceux avec des vignettes critères 1 ou 2, seront autorisés à circuler. Concrètement, ça va concerner 35 agglomérations. Et aujourd'hui, 8 agglomérations sont déjà classées zone à faible émission. La ville de Paris et la grande métropole du Grand Paris, la métropole de Grenoble, la métropole de Lyon, Rouen-Normandie, Reims, Nice, Côte d'Azur, Toulouse ainsi que Saint-Étienne. Et puis, d'ici quelques mois, de nouvelles zones à faible émission vont être créées. Il s'agit des agglomérations Aix-Marseille-Provence, Toulon-Provence-Méditerranée, Montpellier-Méditerranée et également Strasbourg. Alors, comment les métropoles s'organisent-elles pour réussir ce passage à la transition énergétique et à la mobilité durable? Quelles sont les solutions qui existent? Également, comment accompagner notamment les professionnels pour réussir ce passage et changer de voiture? Quels aménagements urbains mettre en place? On va en discuter avec mes invités. D'abord, Emmanuel Bonneau, qui est le président de Movivolt. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, monsieur. Movivolt, qui est une structure créée en mai 2021 par la Banque des Territoires et la Poste, et vous faites de la location longue durée des véhicules électriques pour les professionnels, notamment des TPE, PME et ETI, et vous avez déjà 400 véhicules en location. Vous nous en direz plus tout à l'heure, c'est bien cela? Bien sûr, exactement. À mes côtés, Guillaume Degave, qui est le conseiller au transport de Valérie Pécresse au niveau de la région Île-de-France. Et à noter qu'il y a un statut institutionnel un peu particulier avec 2 entités compétentes sur les transports. Il y a la région Île-de-France Mobilité et puis Île-de-France Mobilité qui gère toutes les deux les transports avec des rôles bien répartis. Et puis Dominique Auberger, qui est le directeur général de Citedia. Citedia, c'est un groupe d'économie mixte avec 2 sociétés, une société d'économie mixte et puis une société également publique locale. Et c'est cette société publique locale particulièrement qui intervient sur les questions de mobilité dans la collectivité de Rennes et Rennes Métropole, comme par exemple l'autopartage ou encore le stationnement. Alors, pour commencer cet atelier, Emmanuel Bonneau, pour comprendre le contexte, quels sont les besoins des professionnels qui bientôt ne pourront plus circuler dans les grandes métropoles s'ils n'ont pas les bonnes vignettes, critères 1 ou 2? Les besoins des professionnels, il y a 3 ordres. Ils ont besoin d'une offre de véhicules. C'est tout bête, mais elle est encore faible aujourd'hui. Les véhicules électriques arrivent, mais on voit d'abord les véhicules électriques, les voitures qui arrivent. Sur les utilitaires, on a encore un petit peu de retard. Et quand on parle des professionnels, il y a des vrais besoins d'utilitaires. Deuxième point, ils ont besoin d'un modèle économique. Ça aussi, c'est tout bête, mais passer à l'électrique, c'est une bonne chose pour l'environnement, c'est une bonne chose pour les villes, mais les professionnels ont besoin d'y trouver leur compte, en fait. Et pendant longtemps, les véhicules électriques ont été assez chers. Maintenant, on arrive sur un modèle qui est différent, c'est-à-dire les prix ont baissé, les autonomies ont augmenté, et puis surtout, il y a des économies de carburant à la clé qui sont massives. Et donc, c'est un vrai besoin d'équilibre économique. Et puis, la troisième chose, c'est le besoin d'accompagnement. Le besoin d'accompagnement parce que c'est facile de passer d'un véhicule thermique à un autre véhicule thermique. Passer au véhicule électrique, c'est quand même un vrai changement. Le véhicule, les bornes, les usages. Et donc, il y a un vrai besoin d'accompagnement de la part de tous ces professionnels. Et comment les accompagner justement, tous ces professionnels? Quels sont les dispositifs mis en place? Alors justement, les dispositifs mis en place du côté des véhicules, c'est l'affaire des constructeurs. Du côté du modèle économique, il vient naturellement avec des véhicules qui coûtent de moins en moins cher, mais il y a aussi des aides, qu'elles soient nationales avec le bonus écologique ou plus locales. Et des fois, c'est un millefeuille un petit peu complexe à comprendre pour les professionnels. Et le troisième point sur l'accompagnement, là, il y a 2 types vraiment de professionnels. Il y a des grandes structures qui ont
des expertises en interne, un gestionnaire de flotte qui peut anticiper, qui ont des budgets pluriannuels pour prévoir. Et puis il ne faut pas oublier toutes les TPE, PME, petites collectivités locales qui n'ont pas ces compétences, et c'est souvent le décideur, hein, le dirigeant qui gère lui-même ces sujets de transition énergétique, mais qui n'est pas un spécialiste. Et donc il a besoin d'accompagnement. Et donc nous, quand on se pose Movivolt en expert du véhicule électrique pour les TPE, PME, c'est très important pour nous d'insister sur le diagnostic en amont, c'est-à-dire trouver le bon véhicule pour un bon usage, trouver la borne qui est adaptée, trouver l'organisation du travail qui est adaptée. C'est souvent plus la même organisation du travail, et donc il y a un vrai enjeu de diagnostic et d'accompagnement des professionnels. Donc il y a un vrai travail en amont. Guillaume Degave, la métropole du Grand Paris veut aller encore plus vite, puisque ce serait dès le 1er janvier 2024 et non pas donc, le 1er janvier 2025 qu'elle ne veut plus de critère 2, ce qui inclut l'intégralité des voitures gazole. Que proposez-vous pour accompagner cette transition écologique des mobilités, pour assurer le verdissement des mobilités ? Alors peut-être pour commencer, la question du calendrier n'est pas évidente pour la métropole et pour l'ensemble des collectivités, parce qu'on a un vrai sujet d'acceptabilité sociale mais également économique. Pour commencer sur le sujet justement des aides aux entreprises et aux particuliers, la région Île-de-France, donc c'est pas totalement sa compétence, mais en tout cas elle est venue sur le sujet. Elle a accordé ces dernières années 15 000 aides, je crois, à la transition pour des montants qui vont jusqu'à 6 000 €. C'est pas forcément des volumes énormes, mais on est quand même sur au final des chiffres qui se montent à plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable pour le budget d'une collectivité. La région Île-de-France, pour situer, c'est 4 milliards de budget. Ça sert à financer les transports en commun, j'y reviendrai, mais ça sert aussi à financer par exemple les plus de 470 lycées de la région. Donc c'est des montants qui sont absolument colossaux en réalité, quelques dizaines de millions d'euros pour le budget d'une collectivité, rapporté au final à quelques milliers d'aides à la transition. Donc ce qu'on fait nous là-dessus, le verdissement des flottes, c'est ces aides-là qui ont été élargies récemment à tous les usagers de Grande Couronne qui doivent venir dans la ZFE, parce qu'on a un sujet qui dépasse en réalité le périmètre métropolitain. On a besoin que les gens qui viennent travailler depuis la Grande Couronne jusque dans la zone métropolitaine puissent continuer à se déplacer. C'est un vrai sujet d'acceptabilité. Pour ça, on a ces 15 000 aides qui ont été distribuées. On a d'autres sujets sur lesquels on intervient, le covoiturage par exemple, les parkings vélos, le report modal, la massification de l'usage des véhicules électriques avec des bornes électriques qui sont financées sur la voirie, le domaine public jusqu'à 50% par la région. Donc c'est énormément d'efforts qui sont faits. En plus du verdissement, et là c'est vraiment notre compétence, c'est fait par Île-de-France Mobilité, le verdissement des flottes de transport en commun, donc au-delà des trains, c'est moins évident, mais on a le sujet des bus. La région Île-de-France, c'est près de 11 000 bus. Maintenant, c'est la plus grosse flotte d'Europe, qui donc deviennent propres en zone dense, enfin c'est-à-dire zéro émission, en zone dense d'ici 2025 et sur le reste de la région d'ici 2029, calendrier qu'on cherche à accélérer. Rennes ne semble pas si avancée que la grande métropole, ou en tout cas semble en décalage, on va dire, comparativement par des villes comme Paris, comme Strasbourg. Pourquoi ce décalage, Dominique Auberger ? Effectivement, Rennes est en décalage pour différentes raisons. Tout d'abord parce qu'elle s'est mobilisée sur plein d'autres actions en matière de mobilité, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite parce qu'en amont, elle cherche à vérifier au maximum les conséquences que la mise en place de la ZFE va pouvoir impliqué pour bon nombre de personnes, que ce soit les résidents ou que ce soit les entreprises et les salariés des entreprises. Alors la contrainte législative, elle la prend plutôt comme une opportunité, parce que de toute façon, au 1er janvier 2025, il faudra bien y passer, mais avec une vraie réflexion en relation avec les différents partenaires pour prévoir effectivement un certain nombre d'actions et des éléments, et considérant que la ZFE est un élément de la mobilité, de la politique de mobilité, et pas un élément tout seul, isolé, qu'il y a d'autres actions à développer pour pouvoir accompagner cette démarche-là. Et la préoccupation est très forte, effectivement, avec d'autres actions, et effectivement est en retard, puisque la consultation de l'assistant à maître d'ouvrage ne vient juste d'être lancée. Quels sont, il faut quand même, vous l'avez dit, préparer cette transition de mobilité durable. Il faut contribuer à la limitation du trafic. Dominique Auberger, comment la métropole, malgré tout, s'organise ? Elle prend le sujet, alors peut-être un peu en décalage par rapport aux autres villes, mais quelles sont les prochaines échéances ?
Alors, il y a des échéances qui sont en cours, et notamment l'inauguration de la 2e ligne du métro il y a 2 jours. C'est quand même un investissement et un portage d'une action volontariste depuis de très nombreuses années pour limiter le trafic automobile dans l'intra-rocade et notamment sur la ville de Rennes. Par ailleurs, la ville de Rennes a décidé la mise en place d'une zone à trafic limité dans l'hyper-centre-ville, de façon à effectivement conduire les habitants, les entreprises à moins utiliser les véhicules dans le centre-ville. Et puis un certain nombre d'autres actions sur lesquelles on accompagne la collectivité, et notamment l'autopartage, puisque là effectivement on est, la ville de Rennes a un réseau d'autopartage depuis bientôt 20 ans. Que ce réseau d'autopartage se déploie un petit peu plus tous les ans. Ça, c'est une action sur laquelle la collectivité a souhaité mettre le paquet. Et puis d'avoir une véritable gestion du stationnement de surface. La ville a réduit de façon très drastique le nombre de véhicules sur voirie et va nous confier effectivement la gestion de la voirie en même temps que la gestion de l'autopartage et du stationnement en ouvrage. Maintenant qu'on a fait un petit peu le constat, qu'on a posé les bases avec Guillaume, avec Dominique, j'aimerais qu'on revienne sur les solutions, notamment sur la solution de Movivolt. Emmanuel Bollot, Movivolt, je le disais tout à l'heure, propose donc de la location longue durée de véhicules électriques pour que les professionnels puissent continuer à rouler en 2024 ou 2025 dans les ZFE, les zones à faible émission. Mais comment ça marche ? Imaginons que je suis à la tête d'une TPE ou d'une PME. Comment je peux bénéficier de cette location ? Si vous êtes à la tête d'une TPE ou d'une PME, vous faites le constat, comme tout le monde, que c'est le moment de changer, au fait. J'espère, encore aujourd'hui. Petite parenthèse sur le marché des véhicules utilitaires. On fait beaucoup de véhicules utilitaires. Il y a encore, je crois, à peu près 19 ventes de véhicules utilitaires diesel pour un véhicule utilitaire électrique. Quand on pense à la durée de vie des véhicules, donc 10 à 15 ans, c'est quand même assez surprenant. Mais beaucoup de personnes font quand même ce constat chez les professionnels en se disant c'est le moment de changer. Et je le disais tout à l'heure, il y a 2 contraintes de besoin. Le besoin de trouver un équilibre financier et le besoin d'accompagnement. Pour l'équilibre financier, nous, Movivolt, donc spécialiste de la location longue durée pour les véhicules utilitaires, on apporte donc un financement des véhicules utilitaires. C'est-à-dire qu'on va compenser des prix d'achat des véhicules électriques à peu près 30% plus cher que les thermiques sur le prix catalogue, par un loyer sur généralement 3, 4 ou 5 ans. Ça permet donc d'absorber le surcoût du véhicule et de le compenser par les économies que génère ce véhicule. Parce qu'un véhicule électrique, encore une fois, je le rappelle, c'est des économies majeures en termes d'énergie. Le contexte est particulier sur le marché de l'énergie, entre les prix très fluctuants de l'essence et du diesel et même de l'électricité. Mais quand même, grosso modo, on peut tabler sur 3 à 4 fois moins cher en énergie. Ça veut dire souvent à peu près 500 € d'économie par mois pour un professionnel. Donc 500 €, ça va plus que compenser, ça compense très largement le surcoût du véhicule électrique. Ensuite, il y a d'autres coûts sur la vie du véhicule qui sont moins forts. Par exemple, l'entretien, c'est 2 fois moins cher avec un véhicule électrique qui a une conception beaucoup plus simple, donc moins de coûts, mais aussi plus d'agréments. Donc voilà comment on peut, nous, avec la location longue durée, accompagner les professionnels. Et puis le troisième point, quand on parlait de contraintes tout à l'heure, le troisième point, bien entendu, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'encore une fois, un professionnel, il a besoin d'être épaulé pour passer au véhicule électrique. Ce n'est pas une étape simple. Et l'essentiel de notre travail, nous, il est avant la signature d'un contrat, c'est-à-dire quel véhicule adapter. Encore une fois, et c'est un biais important, il ne faut pas croire qu'un véhicule électrique, tout le monde a besoin d'autonomie faramineuse et de véhicules très gros. C'est le bon véhicule pour la bonne personne. Sinon, on a des véhicules trop lourds, qui coûtent trop cher et ce n'est pas adéquat. Donc, notre rôle, nous sommes spécialistes de la location longue durée, mais surtout, nous sommes spécialistes du véhicule électrique et de l'écomobilité. Donc, c'est de les accompagner avec le choix du bon véhicule, de les mettre en relation avec le bon partenaire pour les bornes. Là encore, une borne sur le lieu du travail, ce n'est pas une borne sur le lieu du domicile. Ce n'est pas la même chose en habitat horizontal et en habitat vertical. Il faut se tourner vers le bon acteur, avoir la bonne solution pour ne pas payer trop cher. L'atelier juste avant évoquait ce sujet, donc je ne vais pas revenir trop longtemps sur les bornes. Mais dans la plupart des cas, les professionnels qui ont besoin de passer à l'électrique, ils ont besoin juste d'une borne charge lente, qu'on appelle charge lente, pour leurs besoins. Mais il y a énormément d'acculturation, d'accompagnement pour ces professionnels qui est nécessaire. Qui sont vos clients actuellement, Emmanuel Bonneau ?
Aujourd'hui, donc vous avez dit 400-500 contrats à peu près, une centaine de clients différents. On est vraiment sur les TPE, PME, ETI à la limite et puis collectivités locales. Je vais vous donner des exemples. Une mairie, une chambre de commerce, beaucoup d'acteurs dans le BTP, dans le transport. Un dentiste, un opticien, 2 SS2I, une structure qui fait des jus de fruits bio. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez diversifié et nous n'avons pas vocation à aller trop cibler un secteur ou un autre. On voit des secteurs. C'est très éclectique. C'est assez éclectique puisque tout le monde a besoin, en fait. Tous les acteurs de la ville, notamment, tous les acteurs qui travaillent en ZFE, ont besoin de passer à l'électrique. On constate quand même quelque chose. Je vous disais aujourd'hui, c'est malheureusement qu'un véhicule utilitaire sur 20 qui est acheté aujourd'hui, qui est en électrique. On constate que le vrai levier d'action de passage au véhicule électrique, ce n'est pas encore la réglementation. Parce que la réglementation, elle n'est pas encore là. C'est les... Mais elle se prépare, c'est demain quasiment. Malheureusement, tout le monde ne se prépare pas dès 2022. Par contre, c'est le donneur d'ordre. C'est-à-dire que nous, on voit beaucoup dans le BTP, dans le transport, des acteurs des TPE-PME qui passent au véhicule électrique en disant maintenant, pour gagner un appel d'offres, j'ai besoin d'avoir des véhicules électriques pour avoir une meilleure notation et pour gagner cet appel d'offres. Et c'est un levier qui est énorme sur le marché en ce moment. Voilà. Et qui va continuer à progresser. Mais là, on voit le rôle, en gros, des collectivités, des grandes entreprises, dans une forme de ruissellement, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en donnant des critères stricts RSE à leurs partenaires, ces partenaires-là passent à l'électrique. Guillaume Degrave, quelles sont les tendances de fond dans la décennie qui s'annonce pour accompagner le mouvement de la transition énergétique des mobilités ? Alors on a un premier sujet qui est le mix énergétique, on en parlait sur les bus, on parle beaucoup de l'hydrogène qui reste encore très marginal, Par exemple au niveau de la région Île-de-France, l'horizon c'est 100 bus à horizon 2025 sur plus de 10 000, comme j'évoquais tout à l'heure, donc 1% pour une des flottes qui seraient les plus importantes. On a le GNV, donc le gaz naturel véhicule, mais sur lequel on a d'autres enjeux. Le gaz en ce moment c'est compliqué, on a même des questions de rationnement, de quotas qui sont en train d'être discutées, donc sujet peu évident au moins pour cette année, pour l'hiver qui vient et sans doute pour plusieurs années. L'électrique, on en parlait, là aussi ça peut être beaucoup plus cher. On peut avoir des sujets de disponibilité également et à nouveau d'aménagement du territoire, tout simplement parce que pour avoir toutes ces flottes-là, il faut aussi des infrastructures de recharge. C'est vrai pour les particuliers et les professionnels, c'est vrai aussi pour les transports en commun. Il faut des dépôts de bus qui soient verdis. C'est des sujets peu évidents. Donc le mix énergétique, ensuite le mix modal. Concrètement, la région Île-de-France, c'est 43 millions de déplacements par jour. 9 millions, un peu plus de 9 millions en transport en commun. C'est à la fois beaucoup et en même temps, vous me direz qu'est-ce que vous avez dans les 35 millions restants. Vous avez de la marge, vous avez du vélo, mais vous avez encore énormément de déplacements qui se feront par la route. Contrairement à une idée reçue, l'infrastructure de transport de masse, ce n'est pas forcément le rail, c'est la route. C'est l'infrastructure qui est la plus ancienne et qui est la plus sous-utilisée. On pensait avec le Covid qu'on aurait peut-être des changements de fond, mais en tout cas la congestion en Ile-de-France, elle est toujours là, elle est même plus forte qu'avant le Covid. Ah oui, donc ça n'a pas changé. Ce serait plus simple avec les heures de pointe. En réalité, l'heure de pointe est un concept qui n'a pas disparu. Maintenant, on a le jour de pointe, c'est-à-dire que vous avez toujours beaucoup de gens le mardi, le jeudi, mais beaucoup moins le vendredi. Donc en réalité, ces problèmes-là restent existants. Et à l'heure actuelle, faire des infrastructures ferroviaires, c'est très très compliqué. Il y a des questions de capacité à faire, financières bien entendu, de ressources humaines, question d'acceptabilité aussi des infrastructures, des travaux, d'artificialisation des sols. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on optimise les infrastructures existantes, sur le rail mais sur la route également. Donc je le disais, la route qui est sous-optimisée à l'heure actuelle, c'est concrètement comment est-ce qu'on arrive à maximiser le nombre de personnes par véhicule. Vous avez le covoiturage, comment est-ce que vous arrivez à maximiser l'utilisation des véhicules. On a l'autopartage, là-dessus c'est aussi des sujets sur lesquels la métropole et les communes interviennent. On a aussi le fait d'avoir des bus de plus en plus sur autoroute, sur des axes rapides. Tout ça, on a une gouvernance institutionnelle qui évolue progressivement, peut-être pas suffisamment vite à la hauteur des enjeux. Mais voilà, on a des sujets de rabattement, de report modal. Ça va être le cas avec la mise en service du Grand Paris Express qui va intervenir dans les 10 années qui viennent, qui est justement un enjeu qui est le pendant de la ZFE, c'est-à-dire que le Grand Paris Express, ce sera une infrastructure pour Paris et la Petite Couronne, vraiment à l'échelon métropolitain. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ce doublement du métro, qui va avoir 10-15% de fréquentation en plus, arrive à attirer un maximum de gens qui vont justement laisser leur voiture aux bornes, enfin pas aux bornes mais aux portes de la ZFE, et qui vont du coup faire des trajets multimodaux avec du report modal, moins de véhicules individuels et plus de trajets mixtes, donc voiture, transport en commun, mais également vélo, marche, enfin c'est ça les enjeux également de la transition énergétique, c'est
modifier les mix, modifier les comportements, sans dissuader non plus le recours au transport. Et il y a aussi la réalisation de travaux pour les gares routières, etc. Mais tout ça a un coût, j'imagine, mais ça fait aussi partie des actions qu'on peut mener. Tout à fait. C'est justement sur le report modal vers les 68 gares du Grand Paris Express, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire de l'aménagement avec l'ensemble des échelons des collectivités, parce que là aussi on a un millefeuille institutionnel, et c'est aussi à nouveau comment est-ce qu'on arrive à maintenir les différents modes plus vertueux, intéressants. C'est vrai aussi pour les bus, pour les questions de circulation, on veut désinciter l'usage de la voiture, mais comment est-ce qu'on arrive à désinciter l'usage de la voiture sans désinciter le recours au transport en commun? Prenez l'exemple des bus, dans le cœur de l'agglomération. Il y a 20 ans, la vitesse moyenne était à 13,5 km/h. Maintenant, on est à moins de 10 km/h. Ça pose un vrai sujet d'attractivité. Comment, à nouveau, est-ce qu'on fait pour maximiser l'utilisation des infrastructures et des véhicules, très concrètement? Dominique Auberger, quels autres types d'actions, Guillaume nous a parlé des actions pour la région Île-de-France, mais quelles sont les autres actions à Rennes et Rennes Métropole qu'on peut mener pour limiter le trafic? Est-ce qu'elles sont similaires à celles que Guillaume nous a exposées? Alors, il y a forcément des choses similaires. Hein. Le renouvellement de la flotte de bus en bus électriques, c'est programmé. À l'horizon 2030, tous les bus de l'agglomération seront électriques. Il y a une vraie intensité d'installation d'un réseau vélo et d'un réseau de pistes de vélo express, puisqu'on est déjà à 100 km de vélo, de pistes de vélo sur la métropole, et un plan de déploiement très, très important. Évidemment, le déploiement des bornes de recharge, puisque ça, déjà, on a une obligation, mais l'intention est d'aller un peu au-delà. Et d'autant que, y compris dans les parcs en ouvrage, on a un certain nombre d'acteurs, un certain nombre d'entreprises qui nous sollicitent en nous disant, et c'est vrai notamment du groupe La Poste avec lequel on travaille beaucoup, qui nous disent, nous, voilà, on a 100 véhicules aujourd'hui, on a 100 abonnements dans vos parcs de stationnement, mais demain, on va tous les renouveler en véhicules électriques. Sauf que les équipements ne sont pas là, et donc il faut qu'on accompagne aussi, même si à un moment donné, on peut s'interroger sur notre capacité à produire la totalité de l'énergie électrique pour alimenter tous les véhicules. Mais ça, c'est un autre sujet. L'autre sujet sur lequel nous, on travaille beaucoup avec les promoteurs locaux, c'est l'autopartage résidentiel. L'objectif de la maire présidente à Rennes et Rennes Métropole, c'est de limiter le nombre de véhicules propriétaires. Et ça, c'est un vrai enjeu. L'idée étant de convaincre les promoteurs de réduire le nombre de places de stationnement réalisées dans les programmes immobiliers et d'installer des véhicules en autopartage résidentiel. Avec la proposition que l'on fait, nous, d'être en lien avec l'autopartage public. C'est-à-dire qu'effectivement, les propriétaires qui n'auraient plus de véhicules pourraient utiliser le véhicule en autopartage résidentiel, et puis le jour où il n'y a pas de disponibilité dans le cadre de la copropriété, de pouvoir rebasculer sur autopartage public. Là, il y a un vrai travail à faire avec les promoteurs. C'est vrai qu'on a une situation un peu particulière de la promotion immobilière à Rennes, avec des locaux très très forts, très implantés, et qui sont plutôt partenaires. Et puis, je pense qu'il y a un sujet, mais c'est un sujet finalement qui rejoint ce que vous évoquez, c'est la logistique urbaine et la gestion du dernier kilomètre. Et là, on a une vraie difficulté parce qu'aujourd'hui, quand on discute avec les transporteurs, on sent bien une réticence, sauf que il ne faut peut-être pas attendre la situation de Bruxelles, qui à un moment donné a eu une action extrêmement rigide, mais qui a satisfait les transporteurs, puisque les transporteurs refusaient de livrer dans Bruxelles, tellement la congestion était importante. N'attendons pas cette congestion pour mettre en place des dispositifs en matière effectivement de gestion logistique urbaine, et y compris, on travaille là encore avec le groupe La Poste, sur la mise en place de dispositifs, trouver des lieux, évidemment, et réorganiser les flux et donc le réseau viaire pour permettre effectivement de développer cette offre-là. Quel dispositif on pourrait mettre pour ce dernier kilomètre auprès des commerçants, auprès des livreurs? Alors, il y avait une petite expérimentation faite dans le 2e arrondissement à Paris de mise à disposition de véhicules partagés pour une rue complète de commerçants qui
avaient leur stockage en dehors du centre-ville. On sait que la valeur du mètre carré commercial dans les centres-villes est quand même très élevée. Par conséquent, mettre du stockage dans ces lieux-là, ce n'est pas tout à fait adapté. Et donc l'idée étant d'avoir du stockage plutôt en périphérie et de mettre à disposition des véhicules partagés pour que les commerçants puissent réassortir leur commerce en centre-ville. Donc il y a sans doute une multitude de sujets. Je pense que la gestion de la mobilité en centre-ville, elle va passer par une multitude de solutions, y compris des solutions parfois très artisanales. Je crois que le premier réseau de triporteurs, c'était le réseau des triporteurs rennais, qui a fait des émules effectivement dans différentes villes. C'est un vrai sujet. Leur vraie difficulté, c'est comment on fait entre le gros porteur 19 tonnes ou même plus qui a livré une grosse quantité pour faire le relais pour ensuite assurer la livraison du dernier kilomètre. Effectivement, il y a une multitude de solutions et il n'y a pas qu'une solution. Et Guillaume Degave, comment du coup, parce qu'on partage tous autour de cet atelier une envie d'améliorer la qualité de l'air, mais comment coordonner ces différentes solutions, ces différentes actions pour réaliser et atteindre un objectif de baisser nos gaz à effet de serre? Alors j'avais deux exemples, un exemple de ce qui pourrait être amélioré, un exemple de ce qui est fait et qu'on arrive à faire avec justement le niveau institutionnel que vous évoquez, mais je vois qu'il nous reste peu de temps, donc je ne vais pas développer le mauvais exemple qui est celui de la gestion des routes, des feux de circulation, quelque chose de très bête, mais vous avez énormément de systèmes qui sont morcelés de par la gouvernance institutionnelle et où en réalité là aussi, on fait baisser artificiellement la vitesse de circulation des bus parce qu'on a des choses peu intégrées, peu optimisées. C'est très bête, mais on a des gains qui peuvent être assez énormes quand on rapporte aux volumes qui sont considérés. L'exemple qui marche bien, dont j'ai envie de parler, c'est du vélo, justement sur l'infrastructure. On a plein de choses qui sont faites, de partage de flotte, de subventions à la vélo-mobilité, donc c'est un petit peu plus petit que des véhicules utilitaires, mais c'est l'infrastructure aussi. On a un projet qui s'appelle le RER Vélo, je dis nous, mais c'est plutôt porté par des collectifs vélo et on s'en est emparé niveau région. L'idée, c'est pas de mettre les vélos dans le RER, c'est de développer un réseau structurant d'infrastructures vélo sur le périmètre de la région, concrètement les grands axes, suivre les grands axes du train, des routes pour en réalité franchir les coupures urbaines massives. Et c'est vraiment là où on voit que quand il y a une vraie volonté populaire, si j'ose dire, la volonté politique et des collectivités peut suivre. Le RER vélo, concrètement, on met 300 millions d'euros. Nous, côté région, c'est 60% du coût sur les prochaines années. C'est énorme par rapport au volume qui était fait jusque-là. C'est 700 km d'infrastructures cyclables. Là où on a fait 1000 km sur les 15-20 dernières années, quelque chose comme ça. Et l'idée, c'est, en réalité, nous, on dépend des maîtres d'ouvrage qui sont les collectivités et les départements. Tout le monde s'en est emparé. La semaine prochaine, dans 8 jours, on organise par exemple au Conseil régional l'équivalent de cet événement, mais justement sur le RER vélo avec 117 collectivités de la région Île-de-France. C'est absolument énorme, justement pour continuer à avancer sur la réalisation des itinéraires et donc en réalité faire du report modal. Et faire du report modal avec un écosystème institutionnel qui n'est pas toujours si simple sur la gestion, par exemple, des routes et des mobilités. Merci à tous les trois pour cette intervention. Emmanuel Bonneau, vous vouliez ajouter peut-être les perspectives pour les véhicules professionnels, les véhicules électriques pour les professionnels, les perspectives? Alors les perspectives, je fais le lien avec ce qui a été dit par Guillaume et par Dominique. Je rebondis sur le vélo et le vélo cargo. Je fais le lien également avec la Poste, avec tout le secteur du transport. On parlait de logistique urbaine. Le futur du véhicule utilitaire diesel, c'est des fois le véhicule utilitaire électrique, mais c'est des fois aussi le vélo cargo. Là aussi, on parle de changement d'usage. Là aussi, nous, Movivolt, accompagnons pour financer ces vélos cargo. Rappelons qu'on arrive à des budgets de 10 000 à 15 000 euros pour des vélos cargo professionnels. Et c'est tout un changement, encore une fois, de paradigme et donc un accompagnement. C'est une autre logique de maintenance, une autre logique de conduite, ce n'est pas les mêmes livreurs, etc. Donc voilà, il y a des sociétés telles les triporteurs de l'Ouest qui se sont lancés. Et bien entendu, ça suit. La Poste investit massivement sur le vélo cargo dans Paris et ça va continuer à se développer. L'avenir de la mobilité pour les professionnels, pour moi, c'est évident qu'en tout cas, quand on parle de voitures et de véhicules utilitaires, c'est essentiellement l'électrique dans les 10-15 années à venir. Il y a un sujet un petit peu différent peut-être pour le transport en commun, pour les poids lourds, mais on voit bien que l'hydrogène n'est pas encore prêt,
que le GNV, bio-GNV a ses limites, aussi bien en termes d'infrastructure que d'impact environnemental. Et on voit que sur tous les véhicules électriques, que ce soit des voitures ou des véhicules utilitaires, on a une offre qui s'étoffe, on a un équilibre économique qui arrive, et on voit des acteurs qui s'y préparent. En fait, il y a encore 1 an ou 2 ans, on se demandait si ça allait fonctionner, s'il n'y aurait pas une étape avec l'hybride et l'hybride rechargeable. Non, aujourd'hui, tous les acteurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, vont vers le véhicule électrique, 100% électrique. Donc on a juste besoin d'avancer sur les infrastructures de borne, d'expliquer, d'acculturer sur ce modèle, mais c'est en marche. Voilà. Il y aura un atelier là-dessus tout à l'heure d'ailleurs, sur ça. Est-ce que vous avez des questions justement à Dominique, à Emmanuel ou à Guillaume est-ce que vous avez envie de réagir? Alors monsieur, on va vous donner un micro. Bonjour, merci. Cette question va plutôt à Monsieur Guillaume de Gave, excusez-moi si j'ai mal prononcé votre nom. Il y a eu le dernier salon des maires et des collectivités qui a donné un projet lauréat pour les infrastructures de mobilité, les bornes, les flottes, le stockage d'énergie et le data souverain. Tout ça en une seule infrastructure qui n'appelle pas le denier public pour ce faire. On a écrit à la région Île-de-France parce qu'on est porteur de ce projet. On n'a pas eu de réponse et il nous semblait intéressant que la région Île-de-France puisse s'intéresser à notre projet Makoto, qui est on dit si les voitures électriques sont des abeilles, Makoto réalise les ruches et l'intelligence des systèmes. C'est un système de maillage territorial qui permet de stocker de l'énergie verte, de la capter, de redonner cette énergie à nos voitures, de faire fonctionner des data edge pour 6000 entreprises, à peu près de petite taille, je précise, et surtout d'être en économie de foncier, puisqu'une ruche fait économiser à peu près 15 000 m² de parking. Je me demandais, alors, pourquoi il n'y a pas de lien entre les projets lauréats des maires et des collectivités qui ont voté pour ce projet auprès de vous. Je précise que la région sud, ancienne PACA, nous étudions l'implantation de 36 ruches et on a étudié le territoire Île-de-France, qui est très intéressant, où on a fait avec le LIX, le bureau de l'école polytechnique informatique, un scénario de faire une mobilité décarbonée, et j'arrête ainsi, sur le partage de véhicules. On ne fait pas de véhicules propriétaires. Une ruche fait économiser entre 450 et 650 véhicules thermiques. Ma question est, on est dans un monde où tout le monde cherche l'innovation. Des fois, elle est là et ça ne communique pas très bien. Voilà. Alors, c'était plus un pitch qu'une question, mais si vous voulez, on peut en reparler juste derrière. Le projet ne me dit rien, pour être très franc. Comme j'évoquais tout à l'heure, donc avant que vous soyez là, il y a quand même un écosystème institutionnel qui est un petit peu différent. À nouveau, il y a des compétences des collectivités, donc des communes, des intercommunalités, des départements et de la région. Donc la région, on fait un certain nombre de choses sur l'innovation, mais c'est plus du développement économique, c'est des aides à l'amorçage. Je pense que vous connaissez les dispositifs. Sur ce que vous évoquiez, donc qui concerne plus transport et mobilité, désolé. Moi j'ai en tête justement les subventions qu'on peut mettre sur les bornes de recharge, donc jusqu'à hauteur de 50%. C'est sur les bornes de recharge donc déployées sur la voirie donc domaine public des collectivités. Donc en réalité c'est les communes qui instruisent d'abord. Nous on n'a pas de compétences sur la voirie, on intervient en second rideau. On tord un certain nombre de nos dispositifs pour intervenir sur la voirie et aider les maîtres d'ouvrage qui sont les collectivités, mais c'est les collectivités, donc à nouveau les communes, les intercommunalités, les syndicats d'énergie qui nous saisissent et nous on intervient là-dessus. Ça c'est sur le plus massif, à nouveau en complément des aides sur le développement économique. Et pour le reste vous évoquiez, je crois, recharge intelligente, enfin j'ai pas tout le détail, on peut en reparler derrière. Mais voilà, nous on a des vecteurs d'intervention, on intervient souvent en second rideau comme guichet sur des dispositifs qui nous sont présentés par les collectivités, les communes, les intercos. Encore faut-il qu'elles nous saisissent. On en reparle après. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas.
On va continuer. Il nous reste quelques minutes. Vous parliez du dernier kilomètre tout à l'heure, Dominique Auberger. Est-ce que là aussi, c'est une problématique que vous prenez en compte, Guillaume Degavre? J'imagine que oui. Alors sur le dernier kilomètre, et peut-être pour faire le lien avec la question de monsieur juste avant, on a une stratégie régionale fret et logistique qui est à nouveau un petit peu, pas notre vecteur d'intervention numéro 1 parce qu'on intervient en second rideau et on tord un petit peu ce que peut faire une collectivité comme le conseil régional. On a voté un acte 2 donc pour la mandature qui vient, enfin je dis on a voté, je croise les doigts, mais elle est en train d'être votée au conseil régional aujourd'hui. Donc l'idée, nous, c'est d'accompagner un maximum de projets généralement plutôt innovants avec des solutions du dernier kilomètre. Là aussi, souvent en second rideau par rapport aux porteurs que sont les porteurs de projets et les communes, les collectivités. Il y a des sujets qui ne sont pas forcément évidents. Par exemple, ce matin, on était interpellé également sur un projet qui n'est pas porté par le conseil régional, mais qui est porté par AROPA, c'est-à-dire le groupement des ports de l'Axe Seine, qui est un projet d'entrepôt logistique assez massif sur le port de Gennevilliers, plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Concrètement, là, vous avez un vrai sujet politique. C'est est-ce qu'on continue à développer de l'entrepôt logistique, y compris pour faire de la logistique du dernier kilomètre via le fleuve et desservir par exemple ce qui se fait dans le 2e arrondissement dans Paris-Centre, ou est-ce qu'on arrête en considérant qu'on fait de l'artificialisation des sols? C'est des sujets qui sont peu évidents. À nouveau, parce qu'on oppose parfois de façon un peu naïve différents modes que sont le fer, où en réalité il y a peu de capacité à faire et une demande qui n'est pas forcément évidente. Le fleuve, où là aussi c'est pas toujours extrêmement souple et ça peut être très polluant. Et la route qui reste quand même un vecteur qu'on ne doit pas oublier. Pour décarboner les mobilités, faire de la logistique, enfin ça reste quand même un vecteur qui est assez souple et qui est de toute façon le vecteur du dernier kilomètre. Dominique Auberger, je voyais que réagir, vous vouliez ajouter quels éléments? Je voulais juste préciser qu'effectivement, le monde va vite, le monde s'accélère, tout s'accélère aujourd'hui. Et je pense que les collectivités ont une vraie difficulté aujourd'hui, c'est la multiplication des sollicitations tous azimuts. Il y a énormément de gens qui proposent des tas de choses qui sont sans doute passionnantes, mais qui à un moment donné font que la collectivité finalement est un peu en difficulté pour faire les bons choix, parce qu'effectivement il y a urgence. Donc tout le monde appuie sur le bouton en disant si mais ma solution elle est très très bien, mais le lendemain il y en a un autre qui arrive avec une solution qui est sans doute tout aussi intéressante. Et là, il faut à un moment donné faire un choix parce que de toute façon, financièrement, les collectivités ne vont pas pouvoir financer tous les projets. Et c'est, je pense, aujourd'hui une vraie difficulté, cette accélération, cette multiplication des solutions et des propositions. Est-ce que vous vouliez réagir sur cette multiplication des solutions que nous ont exposé Guillaume ou Dominique Auberger? Alors, Emmanuel, on va peut-être revenir sur votre solution Movivolt donc, qui est partout en France. Est-ce qu'il y a des régions où justement cette solution est plus développée que d'autres? Vous avez dit il y a tous les secteurs d'activité, il y a aussi bien un dentiste que des SDI. Mais est-ce qu'il y a une inégalité ou pas? Ouais, tout secteur d'activité, voitures, véhicules utilitaires, tout type de professionnels. On est beaucoup sur Paris, Lyon et les ZFE actuellement. Hier, pour l'anecdote, la dernière vente hier, c'était un restaurant, une pizzeria dans le 18e arrondissement. Maintenant, hier, j'étais également aussi dans la région Centre-Val-de-Loire pour une conférence sur le véhicule électrique. Et il y a plusieurs personnes qui disaient la voiture électrique, l'utilitaire électrique pour les ZFE. Et pas forcément pour les ZFE justement, parce que quand on parlait d'équilibre économique pour les professionnels, un professionnel qui est en zone périurbaine ou qui est en zone rurale va faire beaucoup plus de kilomètres et donc va avoir un avantage énorme à passer au véhicule électrique, avec d'autres avantages énergétiques et RSE, c'est-à-dire qu'on aura moins ces sujets de polluants locaux type les oxydes d'azote, les particules fines, etc., mais plus d'impact sur le CO2 justement. Donc il ne faut pas restreindre le sujet du véhicule électrique, utilitaire ou voiture, aux ZFE, il faut l'élargir à l'ensemble du territoire. D'autant plus qu'il y a encore 10 ans, les véhicules électriques avaient peu d'autonomie, donc c'était réservé quand même plus à un usage urbain. Aujourd'hui, les véhicules électriques, y compris les utilitaires, il y en a beaucoup qui ont 300, 400, voire 500 km d'autonomie. Et justement, moi, ma conviction, c'est qu'il ne faut pas aller vers une course au véhicule qui a plus d'autonomie. Moi, je lis la presse et j'entends des véhicules 800 km d'autonomie, 1000 km. Pour moi, c'est une erreur. Ça va faire des véhicules énormes qui vont coûter très cher, avec des batteries très grosses, polluantes à construire. La clé, c'est des réseaux de recharge, à la fois privés
en recharge lente et à la fois public pour l'exceptionnel. Mais un professionnel ne fait pas plus de 300 km par jour, généralement. Et même aujourd'hui, nous, on a des clients taxi qui font 80 000 km par an et qui sont véhicules électriques parce qu'ils ont leur organisation, ils y arrivent. Voilà. Donc je pense que vraiment le véhicule électrique n'est pas restreint aux ZFE, c'est pour l'ensemble du territoire. Il faut que ça se développe partout. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir donc présenté les différentes solutions mises en place pour assurer cette mobilité durable. On voit donc qu'il y a de nombreuses solutions et de nombreuses agglomérations qui s'y mettent. Merci à tous et bon printemps des territoires.